Sous les roses, le silence chuchote plus fort que les cris. Bienvenue sur Dossier France, je suis votre hôte Étienne. Dites-moi dans les commentaires où vous écoutez aujourd'hui. C'est grâce à vous tous que ce voyage de narration est si spécial. Kamenkens. C'était le genre de matinée de début juin qui donnait au village de Tillingham un air véritablement enchanté. Les abeilles s'agitaient nonchalamment parmi les digitales et la lavande, et le jardin du manoir, avec sa tonnelle de roses voûtées en pleine floraison, semblait tout droit sorti d'une page de magazine de jardinage. Le déjeuner annuel des roses de Lady Hardcastle était un rendez-vous mondain, en partie pour les roses, en partie pour la nourriture, et surtout pour les potins. Les invités, tous issus des couches les plus respectables de la société villageoise, à quelques exceptions près, commençaient à peine à se regrouper dans leurs cercles habituels de conversation lorsque Miss Jane Marple arriva, légèrement appuyée sur sa canne et coiffée d'un chapeau de paille gris tourterelle orné d'un modeste bouquet de myosotis. Son arrivée fut discrète, comme toujours. Personne n'aurait imaginé que Miss Marple serait l'esprit le plus intéressant présent. « Jane, c'est gentil à vous d'être venue, » dit Lady Hardcastle en s'approchant avec un large sourire parfumé. « Vous devriez jeter un coup d'œil à la nouvelle Madame Plantier sous la tonnelle. C'est un véritable triomphe. » Miss Marple sourit. « Tu as toujours su tirer les plus belles fleurs des sols les moins prometteurs, Millis. » C'était une remarque anodine, jusqu'à ce qu'on songe qu'elle fut prononcée juste au moment où M. Gilles Arbuthnot passait derrière eux, un verre de cordial à la fleur de sureau à la main. Les joues de Lady Hardcastle se crispèrent légèrement. Gilles, fraîchement retraité du ministère des Affaires étrangères et récemment installé dans les écuries reconverties de Dené-Cottage, était l'une de ces exceptions stratégiques, pas vraiment du coin, pas vraiment connue, et précisément le genre d'homme que Lady Hardcastle aimait asseoir près de ses nièces célibataires et de ses épouses qui s'ennuyaient. « Veux-tu déjeuner avec nous, Jane ?» demanda Lady Hardcastle, ajustant rapidement son expression. « Je t'ai placé entre le révérend Broom et Constance Pickford. J'ai pensé que tu apprécierais une conversation plus sérieuse. »« C'est très gentil de votre part, » dit Miss Marple, « même si j'avoue que je trouve toujours les conversations absurdes plus éclairantes. » La table était dressée sous la tonnelle de rosier, une longue nappe blanche dansant légèrement au vent, le parfum des roses se mêlant à celui de la mousse de saumon et des sandwichs au concombre. Il y avait 22 convives en tout, un nombre suffisant pour qu'un scandale éclate plus tard, même si aucun d'entre eux ne le savait encore. On entendait des rires, des cliquetis d'argenterie et un murmure de bavardage poli jusqu'au premier cri aigu. Cela venait de l'autre côté de la tonnelle, au-delà du treillis et autour des hortensias. Une voix de femme, haletante et surprise. « Gay, oh, mon Dieu !» Les rires s'éteignirent. Les chaises raclèrent. Une poignée d'invités commencèrent à se lever. Miss Marple ne bougea pas immédiatement, mais son regard bleu pâle s'était éclairci. C'était Nora Winchcombe qui avait crié. Nora, la nouvelle employée de compagnie de la cousine de Lady Hardcastle, Eugenia Levering. Nora était jeune, soucieuse de plaire et encline à réagir de manière excessive, mais même elle n'avait jamais eu l'air aussi blême. Sa main gantée était pressée contre sa bouche, ses yeux écarquillés par une lueur oscillant entre la peur et la nausée. Je cherchais juste le garçon qui servait. Il était parti par ici avec la glace, balbutia-t-elle. Et puis, il y a quelqu'un sous la tonnelle. La foule avait alors suivi sa main tremblante. La tonnelle de rosiers s'incurvait en un gracieux tunnel au fond du jardin, flanqué de lourds bancs de pierre et d'un vieux cadran solaire que Lady Hardcastle avait autrefois prétendu appartenir à l'oncle de George III, ce qui n'était pas le cas. Là, sous une cascade de fleurs de Madame Plantier, gisait un homme. La première impression était celle du repos. Ses membres n'étaient pas affalés, mais disposés, presque soigneusement, une main repliée sur sa poitrine. Son panama avait roulé un peu plus loin dans les sous-bois, et une tache pâle de quelque chose de sombre, suffisamment sombre pour être inquiétante, marquait le revers de sa veste crème. « Oh, Seigneur !» murmura le vicaire, qui s'était précipité pour s'agenouiller près de la silhouette. « C'est Monsieur Arbuthnot. »« Est-ce qu'il » commença Lady Hardcastle, dont le teint était devenu aussi blanc que sa nappe. Le révérend Broom posa doucement la main sur la gorge de Gilles Arbuthnot, puis leva lentement les yeux. « Il est bel et bien mort. » Ce qui suivit fut ce qui se produisit toujours. Les domestiques furent appelés, les invités furent conduits à l'intérieur avec une insistance tremblante pour obtenir du cognac, et on appela le gendarme local.
Miss Marple se tenait immobile sous la tonnelle de rosier, les mains légèrement jointes devant elle, l'expression indéchiffrable. Elle s'était penchée, brièvement, pour observer le corps avant que le vicaire ne le touche, mais rien de plus. « Je lui parlais il y a à peine 20 minutes, » murmura Constance Pickford, serrant un collier de perles autour de son cou. Il me parlait des vins français qu'il avait découverts au Maroc, ou étaient ceux de Tanger. « Je l'ai vu tout à l'heure avec Eugénia, » dit le major Palgrave. Il la faisait rire, vraiment rire, pas ces niaiseries cassantes qu'elle débite habituellement. Je pensais qu'il arrivait à quelque chose. Lady Hardcastle, assise bien droite sur un banc de jardin, émit un son tendu qui ressemblait à un ricanement. Il arrivait toujours à quelque chose. Avec tout le monde. Quel charme, Berk. Le regard de Miss Marple passa du corps à la table, puis aux invités, qui s'étaient désormais divisés en factions inévitables. Ceux qui étaient impatients de parler à la police, ceux qui voulaient désespérément l'éviter, et ceux qui avaient déjà commencé à spéculer avec une excitation à peine dissimulée. Seule Eugénia Levering était assise à l'écart, les mains immobiles sur ses genoux, un pétale de rose accroché à son épaule. Elle ne paraissait ni choquée ni en larmes, mais quelque peu diminuée, comme quelqu'un qui comprendrait peu à peu qu'on lui avait joué un tour. Miss Marple s'assit à côté d'elle sans parler pendant un moment. Les roses se balançaient au-dessus d'elle, et quelqu'un à l'intérieur trinquait trop bruyamment. « Tu ne dois pas te blâmer, tu sais, » dit doucement Miss Marple. Eugénia tourna la tête. Pourquoi faire? Pour t'être laissé croire qu'il était sincère. Il pensait quelque chose, bien sûr, mais pas ce que tu espérais. Les lèvres d'Eugénia s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Un long moment s'écoula. Puis elle dit, « Tu as remarqué? » Sa boutonnière avait disparu. Il en portait toujours une. Chaque fois qu'il venait à la maison. Miss Marple hocha légèrement la tête. « Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas ?» Et tandis que les doux murmures d'inquiétude et de curiosité tourbillonnaient dans le jardin, Miss Marple leva de nouveau les yeux vers les roses. Un silence régnait désormais sous elle, un silence auquel personne ne s'attendait et que personne ne savait vraiment interpréter. Mais elle l'a fait. Elle l'a toujours fait. La nouvelle se répandit à Tillingham comme un orage d'été, déferlant sur la place du village, résonnant chez l'épicier, au presbytère et à la mercerie de Madame Ledbetter, chaque récit devenant plus dramatique que le précédent. Lorsque les cloches de Saint-Mildred sonnèrent 5 heures ce soir-là, la mort prématurée de Gilles Arbuthnot avait acquis 3 causes différentes: insuffisance cardiaque, empoisonnement par des loukoums et coups de bêche à l'arrière de la tête, et la moitié du village s'était autoproclamé pathologiste honoraire. Pendant ce temps, Miss Marple était rentrée tranquillement à son cottage de Church Lane. Elle se prépara une théière, du Darjeeling, légèrement infusée, et s'assit près de la fenêtre avec son tricot, le léger cliquetis des aiguilles soulignant ses pensées. Elle ne se laissa pas aller à des spéculations futiles et n'appela personne pour bavarder. Elle attendait. D'après son expérience, le village lui apporterait tout. Et c'est ce qui s'est passé. D'abord, la jeune Emily Finch, les joues rouges et bavardes, envoyée par sa mère pour lui livrer un panier de scones frais, au vu d'une affaire aussi épouvantable. Elle était essoufflée et toute rose d'excitation. Maman dit que c'était du poison. Elle dit qu'elle a vu Gilles refuser la truite fumée au déjeuner et qu'elle savait que c'était bizarre. Et elle dit que Constance Pickford avait un comportement bizarre, comme si elle ne pouvait pas rester en place. Vous pensez que c'est elle qui a fait ça, Miss Marple? Miss Marple sourit faiblement et accepta les scones. Ma chère Emily, je trouve très mal élevé de faire des suppositions sur ses voisins, surtout sur la base de preuves aussi fragiles. Emily gloussa, sans se sentir offensée. Je sais, mais on dirait un roman policier à un sou. Enfin, Dead Under the Rose. C'est plutôt poétique, vraiment. J'ose dire que M. Arbuthnot aurait préféré quelque chose de moins artistique. Après le départ d'Emily, il ne fallut guère plus d'une demi-heure avant que M. Tom Peterbridge ne fasse irruption chez Miss Marple, sous prétexte de demander si elle avait vu son chat tigré, Horace. Horace, bien sûr, dormait sur son tapis de foyer. « C'est choquant, hein ?» dit Tom, sans chercher le chat. « Je ne peux pas dire que j'aimais bien ce type, remarqué un peu trop malin à mon goût. Mais bon, un meurtre. Vous pensez que c'était un meurtre ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle posa son tricot et croisa les mains sur ses genoux. « Je pense, dit-elle lentement, que lorsqu'on retrouve quelqu'un mort sous une tonnelle avec une tache curieuse sur son manteau,
On ne devrait pas conclure hâtivement qu'il s'est simplement évanoui à cause de la chaleur. Tom émit un grognement satisfait, comme si cela lui confirmait quelque chose. Exactement ce que j'ai dit à Agnès. Ce n'est pas naturel, ai-je dit. Trop jeune pour une crise cardiaque. Il a dû lui être infligé quelque chose. Oui, murmura Miss Marple, les yeux rivés vers la fenêtre. C'est ce qui me trouble. La police était arrivée juste après que le déjeuner eût été catastrophique, son arrivée marquée par le crissement du gravier et le murmure rassurant des uniformes. Le sergent Welch avait pris les choses en main, efficace mais quelque peu ébloui par le rang social des invités. Il avait bouclé le jardin et interrogé chaque invité avec une politesse admirable, ne manifestant qu'une confusion modérée face au chagrin théâtral de Lady Hardcastle et aux théories enthousiastes du major Palgrave. Le lendemain matin, tout Illingham avait retrouvé son attitude post-choc habituelle. Affichant un visage digne, il décortiquait le scandale à voix basse, entre tasses de thé et haies. La boulangerie avait épuisé ses brioches au citron avant 22 heures, et il fallut demander à la postière à 2 reprises de ne pas spéculer sur cette dame de compagnie, pendant que les clients faisaient la queue pour leur colis. Pendant ce temps, Miss Marple rendit discrètement visite au presbytère. Le révérend Broom l'accueillit d'un hochement de tête solennel. « Je n'ai jamais vu de cadavre auparavant », admit-il en lui versant une tasse de thé, les mains tremblantes. « Pas de près. Pas comme ça. C'était bien pire que ce que j'imaginais. Vous vous êtes comporté admirablement, dit gentiment Miss Marple. Je n'arrête pas de penser à sa main. La façon dont elle était recourbée. Oui, dit-elle d'un ton léger. On aurait dit qu'il tenait quelque chose, tu ne trouves pas? Broom cligna des yeux. Je n'y avais pas pensé. La police n'en a pas parlé. Non, il ne l'aurait pas fait. Ce n'est pas le genre de choses qui réclament de l'attention. Elle sirota son thé. A-t-on trouvé quelque chose? Près du corps? Un chapeau, je crois. Le sien. Et l'agent a remarqué les pétales de rose. On aurait dit qu'il était tombé paisiblement. Mais vous ne croyez pas que c'était paisible, n'est-ce pas? Miss Marple secoua légèrement la tête. Je crois que c'était fait pour avoir l'air paisible. Ce qui est très différent. Dehors, une brise agitait les haies, faisant tomber des pétales de rose comme des confettis. Le village semblait inchangé, ordonné, ensoleillé, serein. Mais Miss Marple avait vécu assez longtemps pour savoir que la méchanceté s'affichait rarement avec des couleurs éclatantes. Le plus souvent, elle s'habillait de vêtements ordinaires et souriait au garden party. Cet après-midi-là, les rumeurs s'étaient multipliées. Nora Winchcombe, la compagne tremblante qui avait découvert le corps, s'était apparemment alite. Lady Hardcastle était, disait-on, en pleine forme, et Constance Pickford avait annulé son groupe de bridge, un spectacle si rare qu'on en parlait à voix basse. Plus intriguant encore, Eugenia Levering avait fait une visite imprévue à la gare. On dit qu'elle est arrivée sans chapeau, rapporta Madame Ellis, la femme du boucher, d'un ton scandalisé devant le marchand de légumes. Elle avait les larmes aux yeux. Cet homme lui a brisé le cœur, je parie. Il a cassé plus que ça, si vous voulez mon avis, marmonna Madame Ledbetter d'un ton sombre. Tout cela finit par parvenir à Miss Marple, non pas par écoute indiscrète, mais simplement par le fait même de vivre. Les gens avaient une curieuse façon de se confier à Miss Marple, de prendre sa voix douce et ses chapeaux myosotis pour de l'innocuité. On lui avait dit un jour que c'était comme se confier à sa tante préférée, sûr, indulgent et totalement sous-estimé. Elle remit la bouilloire en marche ce soir-là et relut attentivement une lettre de sa nièce à Bath avant d'ouvrir son journal pour prendre quelques notes. Main repliée. Tient-elle quelque chose? Retire? Boutonnière manquante, Eugenia l'a mentionné. Pourquoi? Constance Nervius. Connue pour être jalouse d'Eugenia? Ou peut-être que Gilles l'a repoussée. Nora? Vraiment secouée? Ou effrayée par autre chose? Il y avait, bien sûr, d'autres noms à considérer. Le major Palgrave, enclin à l'invention mais observateur. Le révérend Broom, dont la douceur cachait parfois des instincts plus profonds. Et Lady Hardcastle elle-même, dont le dégoût du scandale ne l'avait pas empêché de se délecter du drame. Miss Marple le savait, chacun d'eux avait une raison, aussi infime soit-elle, aussi secrète soit-elle, de détester Gilles Arbuthnot. Elle ne croyait pas aux monstres. Mais elle croyait à la vanité, à l'orgueil, à la jalousie, aux humiliations mesquines trop longtemps subies. Elle croyait que n'importe quel village, aussi joli soit-il, pouvait produire un meurtrier, pourvu que le mobile soit suffisamment personnel. Et ainsi elle attendit. Demain,
Elle le savait, l'enquête commencerait. Les villageois se rassembleraient sous couvert de devoirs civiques, les yeux brillants de curiosité et de peur. Le coroner poserait ses questions. Les témoins diraient des demi-vérités. Et Miss Marple observerait. Elle regardait toujours. Et avec le temps, quelque chose a toujours glissé. Alors que le crépuscule s'installait sur Tillingham et que les ombres s'épaississaient sous la tonnelle de rose, le silence ne ressemblait plus à la paix. Il ressemblait à de l'anticipation. Un silence qui attend d'être brisé. L'enquête du coroner s'est déroulée dans la petite salle lambrissée attenante à l'église paroissiale, un lieu habituellement réservé aux réunions paroissiales, au récital d'orgue et au concours annuel de musique improvisée de la Guilde des femmes. Mais ce matin-là, son habituelle atmosphère d'innocuité et de renfermé a fait place à quelque chose de plus froid. Une tension voilée, une légère odeur de vernis et de désinfectant, et le silence inimitable des villageois feignant de ne pas être ravis d'être au cœur d'un véritable mystère. Miss Marple arriva en avance, comme toujours pour les événements prometteurs de révélation. Elle choisit un siège 2 rangs en arrière, suffisamment visible pour être reconnue, suffisamment discret pour être ignoré. De là, elle pouvait observer l'arrière des têtes, la raideur des épaules, la façon dont les yeux se fixaient ou se fixaient délibérément. On en apprenait autant par ce que l'on évitait de regarder que par ce que l'on remarquait. Le coroner, un homme ordonné et à la voix lente nommé M. Reeves, avait l'air de quelqu'un qui préférait examiner des testaments, mais qui comprenait que la mort arrive parfois dans des conditions moins civilisées. Il ouvrit la séance d'un léger coup de marteau et commença d'une voix basse et méthodique. Nous sommes ici pour établir la cause du décès de M. Gilles William Arbuthnot, âgé de 52 ans, originaire de Denay Cottage, décédé le 3 juin dans des circonstances nécessitant un examen officiel. Sergent Welch, veuillez commencer. Le sergent Welch, petit et au visage rougeau, se tenait debout avec la raideur de quelqu'un qui est parfaitement conscient d'être observé par les gens avec qui il a grandi. Le 3 juin, vers 13h30, lors d'un déjeuner offert par Lady Arcastre au manoir, le défunt fut découvert sous la tonnelle de rosier par mademoiselle Nora Winchcombe. Les efforts immédiats pour le réanimer restèrent vains. Son décès fut constaté sur place par le révérend Broom, qui avait suivi une formation médicale acquise lors de son séjour à l'étranger. Il y eut un certain émoi à cela, beaucoup dans le village ne savaient pas cela du révérend Broom, et il rougit légèrement sous la tension. Le sergent Welch poursuivit en lisant son carnet. Aucune blessure apparente n'était présente sur le corps. Cependant, une tache dont il a été confirmé plus tard qu'il s'agissait d'une trace de sang séché a été trouvée sur le revers intérieur de la veste du défunt. L'origine de la blessure n'a pas pu être immédiatement localisée, ce qui suggère qu'elle pourrait être interne ou mineure. Un faible murmure parcourut l'auditoire, rapidement réduit au silence par le regard du coroner. Le défunt ne souffrait d'aucune affection cardiaque connue. A ajouté Welch, et aucun médicament ni poison n'a été retrouvé dans ses poches ni sur lui. Son chapeau a été retrouvé à plusieurs mètres du corps. Aucune arme n'a été découverte à proximité. Les lieux étaient par ailleurs intacts. Le coroner hocha la tête. Appellas Mlee Winchcombe. Nora Winchcombe paraissait pâle et posée dans sa robe bleu marine et ses gants assortis, un peu trop serrés au poignet. Elle s'est présentée à la barre avec un léger tremblement des doigts et s'est assise, les genoux serrés. J'avais suivi le garçon qui avait enlevé la glace de la table, commença-t-elle d'une voix calme. Il avait contourné le chemin en treillis au fond, et on m'a envoyé le chercher. Je n'ai pas vu M. Arbuthnot au début. J'ai juste remarqué son chapeau. Et puis, je l'ai vu étendu là. Immobile. Je ne me suis pas approché davantage. J'ai crié et j'ai couru vers Lady Hardcastle. Vous n'aviez aucune connaissance préalable du défunt? A demandé le coroner. Non, monsieur. Seulement par l'intermédiaire de mon employeur. Je lui avais servi du thé une fois. Il était poli. C'est tout. Vous n'étiez pas au coup. Rendre une quelconque tension entre lui et Lady Levering? Nora hésita, baissant les cils. Je ne saurais dire. Il venait souvent, mais j'étais rarement dans la pièce. Miss Marple, observant, remarqua le silence. Ce n'était pas vraiment une hésitation due à la peur, mais plutôt une réflexion. Le révérend Broom suivit, confirmant l'état du corps et l'absence de blessures visibles. Puis vint Constance Pickford, ses bracelets tintant doucement tandis qu'elle s'installait à la barre des témoins. « Oh oui, dit-elle, Gilles était au cœur de l'actualité ces derniers temps.
Il était devenu très populaire en très peu de temps. Non pas que j'ai jamais écouté les bavardages, bien sûr. Mais j'ai remarqué qu'Eugenia Levering souriait plus souvent qu'à l'accoutumée. Je suppose que nous nous demandions tous si elle avait enfin trouvé un homme. Cela provoqua un autre bruissement, que le coroner autorisa avec un léger soupir. Il était charmant, poursuivit Constance, à la manière du ministère des Affaires étrangères. Toujours un compliment, toujours une petite anecdote sur le Caire ou Tanger. Mais vous savez, il y avait quelque chose d'un peu trop raffiné chez lui. Le genre d'homme qui s'est laissé de côté ses paroles. L'avez-vous déjà vu se disputer avec quelqu'un? Constance pinça les lèvres. Pas ouvertement. Mais je pense qu'il flirtait plus que ça avec la nièce de Lady Hardcastle, mademoiselle Olivia Brent. Et d'après ce que j'ai pu voir, mademoiselle Brent n'était pas ravie. Le regard de Miss Marple se porta brièvement sur Olivia Brent, assise dans un coin à côté de sa tante. La posture d'Olivia était impeccable, trop impeccable. Les mains jointes, le menton incliné à l'angle parfait de la dignité. Une jeune femme se redressait pour dissimuler sa gêne sous l'orgueil. Après le témoignage final, en grande partie circonstanciel et incomplet, le coroner a remercié les témoins et a excusé l'auditoire pendant qu'il délibérait. Dehors, sous le faible soleil revenu après la pénombre de la veille, les villageois ont commencé à s'agiter sur la pelouse, discutant ostensiblement du temps, bien que le mot meurtre flottait dans l'air, comme le parfum du lilas et de la suspicion. Miss Marple ne s'attarda pas auprès du groupe de commères. Elle trouva plutôt Olivia Brent, seule, près du vieux puits derrière le hall, les yeux rivés sur ses gants comme s'il pouvait lui offrir un échappatoire. Une affaire épouvantable, dit doucement Miss Marple. Olivia se retourna, surprise. Oh, oui, tout à fait. Vous étiez assis loin de M. Arbuthnot au déjeuner, poursuivit Miss Marple, comme si elle se rappelait un détail. Pourtant, j'ai remarqué que vous l'observiez souvent. Olivia rougit, puis se raidit. Ce n'est pas un crime d'être observateur. Non, dit Miss Marple. Ce n'en est pas un. C'est un don, si on l'utilise avec bonté. Il y eut un silence. Puis la voix d'Olivia, basse et prudente. Je croyais qu'il courait après ma tante. Et puis j'ai réalisé qu'il courait après quiconque voulait bien l'écouter. Y compris Constance. Y compris moi. Miss Marple inclina la tête. Ça a dû être gênant. Olivia eut un petit rire crispé. C'était humiliant. Je ne pense pas qu'il se souciait de qui il blessait. Il nous collectionnait, je crois, comme des cartes postales ou des timbres. Et tu l'as confronté? J'en avais envie. Mais je savais qu'il ne ferait que tourner ça en ridicule. Il avait toujours le don de rabaisser les femmes. C'était son talent particulier. Miss Marple resta silencieuse un instant, puis hocha doucement la tête. Merci, ma chère. Vous avez été très honnête. Tandis qu'Olivia se détournait, Miss Marple aperçut quelque chose, juste un éclair, sous le bord de la manchette de son gant. Une légère trace. Ça aurait pu être du pollen, ou du rouge à lèvres, ou du sang. Plus tard dans la journée, le coroner a rendu ses conclusions préliminaires. La cause du décès était indéterminée, en attente d'une enquête plus approfondie. Mais le ton avait changé. Le meurtre n'était plus une suggestion scandaleuse, c'était une certitude latente. Et Miss Marple, de nouveau assise dans son jardin, une tasse de thé refroidissant à côté d'elle, s'accorda un moment de réflexion. Il manquait quelque chose de non dit, de non montré, de non encore découvert. Mais le masque se fissurait. Et derrière cela, elle sentait le vrai visage du crime qui attendait patiemment d'être découvert. Le lendemain matin, le temps retenait son souffle, comme si l'air même de Tillingham était prêt à affronter ce qui allait se passer. Des nuages flottaient dans le ciel sans s'y engager, et un étrange silence s'était installé sur le village. Même le chant des oiseaux semblait atténué. Ce genre de silence, pensait souvent Miss Marple, n'était pas le calme avant la tempête, mais le silence qui suit un caillou jeté dans une eau calme et dont les ondulations n'avaient pas fini de se propager. Elle a reçu 2 visiteurs avant le petit déjeuner. Le premier était le jeune Léonard Crowthorne, le commis de cuisine de Lady Hardcastle, qui arriva le visage rouge et essoufflé sur son vélo avec un mot plié à la hâte. « Pardon, mademoiselle, dit-il, les yeux écarquillés et la voix crispée. Mais madame vous demande d'avoir l'amabilité de vous joindre à elle pour le thé aujourd'hui. À 16 heures. Elle dit qu'elle le prendra comme une véritable gentillesse. » Miss Marple accepta le mot avec un léger sourire. « Bien sûr, Léonard. Dites à madame que Jean serait ravi. »
Léonard hocha la tête et s'enfuit avant qu'elle puisse lui offrir un biscuit. Le garçon était visiblement déstabilisé. Le deuxième appelant était plus inattendu. Constance Pickford, vêtue d'un ensemble beige qui aurait pu autrefois évoquer l'élégance, mais qui était maintenant affaissée par la fatigue, frappa au portail du jardin plutôt qu'à la porte d'entrée. Miss Marple, toujours en robe de chambre, lui fit signe d'entrer d'un léger mouvement de sa tasse de thé. « Je ne resterai pas » dit Constance. « Yeah !» Elle s'interrompit, faisant tourner ses gants dans ses mains. Miss Marple lui servit une tasse de thé sans même lui demander. « Vous étiez très calme à l'enquête hier. » Constance émit un petit rire. « Calme ?» Je respirais à peine. Je me suis dit, « Enfin, j'ai cru que quelqu'un m'en avait parlé. » Quoi mentionner? Elle hésita, puis se pencha en avant avec une soudaine intensité. « Gilles Arbuthnot est venu me voir il y a 3 soirs. À mon chalet. Tard. Il était presque 22 heures. Il a dit qu'il voulait des conseils, imaginez. Des conseils de moi. À propos d'Eugenia Levering. Quel genre de conseils? Oh, les balivernes habituelles. Tu crois qu'elle est sérieuse? A-t-elle parlé de moi? Et je lui ai dit. Eh bien, je lui ai dit qu'Eugenia n'était pas le genre de femme à se laisser mener en bateau comme un caniche. Miss Marple la regarda tranquillement. Constance poursuivit. Et puis il a dit quelque chose de très étrange. Il a dit, j'ai presque fini la partie, mais il reste une pièce à déplacer. Puis il a ri. Je pensais que c'était le stress ou l'alcool. Mais maintenant, elle frissonna. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Miss Marple n'a pas insisté, même si elle a noté une petite note dans son journal mental. J'ai presque fini le jeu. Il reste une pièce. Une métaphore curieuse, plus curieuse encore pour un homme qui, de l'avis général, n'avait jamais parlé de jeu, seulement de plaisir. À 4 heures, Miss Marple arriva au manoir à l'heure pile, escortée d'Olivia Brent, nerveuse, qui l'avait accueillie à la grille. La jeune fille avait l'air tendu et pincé de quelqu'un à bout de patience, mais déterminée à sauver les apparences. Lady Hardcastle était dans le salon, perchée sur un canapé évanoui qui semblait conçu pour le drame plutôt que pour le confort. Elle offrit du thé et une petite assiette de friandises fondantes à Miss Marple. « J'ai passé une semaine bien difficile, Jane, » dit-elle en soupirant tout en remuant son thé avec une élégance lente et théâtrale. La police piétine mes dahlias, la presse critique mes jardiniers, c'est vraiment inconvenant. J'ose dire qu'on ne peut rien faire contre l'inconvenance lorsqu'il s'agit d'une mort subite, dit doucement Miss Marple. Oui, eh bien, je pense que la mort pourrait être améliorée, murmura Lady Hardcastle, puis elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Olivia, va chercher ce dossier dans le bureau. Le bleu. Olivia lui lança un regard poliment consterné, mais obéit. Une fois partie, Lady Hardcastle baissa la voix. Ma nièce, dit-elle, est une fille intelligente, mais terriblement fière. Je m'inquiète de ce qu'elle cache. Miss Marple haussa un sourcil. Tu crois qu'elle cache quelque chose? Lady Hardcastle se pencha en avant. Gilles lui faisait la cour. Vous avez dû le remarquer. Il faisait la cour à toutes les femmes du village qui étaient à peu près convenables et qui possédaient de la porcelaine. Mais il était particulièrement attentionné envers Olivia. Et puis, il y a une quinzaine de jours, elle a commencé à l'éviter. Elle a refusé de s'asseoir près de lui lors des 3 dernières réunions. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu qu'il lui faisait sentir petit. Le mot fut prononcé avec dégoût, comme si Lady Hardcastle pouvait à peine croire une telle chose. Je vois, dit Miss Marple, la voix pensive. Et vous? Demanda Lady Hardcastle. Parce que je commence à me demander si ma nièce était au courant des affaires de Gilles. Quelque chose qui aurait pu la perturber. Peut-être bien, dit Miss Marple. Ou peut-être a-t-elle simplement vu quel genre d'homme il était et n'a-t-elle pas apprécié son reflet. Juste à ce moment-là, Olivia est revenue, tenant le dossier. Lady Hardcastle lui fit signe de partir. Laissez tomber, ma chère. J'ai changé d'avis. Merci. Miss Marple se leva un instant plus tard, fit ses adieux et partit avec un signe de tête pensif à Olivia. Elle n'avait pas besoin de documents. Elle avait besoin des vivants. Comment ils se déplaçaient, comment ils sursautaient, comment ils réagissaient quand quelqu'un disait quelque chose qui n'aurait pas dû être connu. Alors qu'elle retournait dans le village, Miss Marple s'arrêta devant le bureau de poste, où M. Peter Bridge, le maître de poste, se tenait appuyé sur le comptoir avec un froncement de sourcils perplexe. « Oh, Miss Marple, l'inquiète-t-elle? Une drôle d'affaire,
Gilles Arbuthnot a envoyé un télégramme la veille de sa mort. Je viens de remarquer qu'il n'avait pas été récupéré. Oh, dit-elle d'un ton léger. Oui, c'est bizarre. C'était adressé à un type à Londres. Un notaire, je crois. Mais le plus étrange, c'est qu'il ne l'a pas envoyé d'ici. D'où, alors? Peterbridge se gratta la tête. Morecambe, le village voisin. Il a fait tout le chemin à pied, apparemment. Le message était court, avoir obtenu le document final. Confirmer que les conditions sont toujours valables. A.G. On dirait qu'il a trouvé quelque chose, non? Oui? Dit doucement Miss Marple. C'est vrai. Elle continua son chemin vers la maison avec le sentiment que le filet se resserrait. Document final. Il reste une pièce à déplacer. Elle repensa aux paroles d'Olivia. Il nous récupérait. Ce n'était peut-être pas un langage poétique, mais plutôt littéral. Dans son cottage, elle s'assit de nouveau avec son thé, regardant les derniers rayons de soleil percer le pommier. Le silence s'installa et Miss Marple commença à tricoter. Elle monta lentement un nouveau rang, murmurant entre ses dents. Si l'on faisait chanter plusieurs personnes, ou si l'on collectait des faveurs, quel serait l'objet le plus précieux à obtenir? Ni l'affection, ni l'admiration, ni même l'amour. Elle s'arrêta, la laine pendant entre ses doigts. Effet de levier. Un léger coup interrompit ses pensées. C'était le révérend Brown, qui semblait plus troublé qu'elle ne l'avait jamais vu. « Mademoiselle Marple, dit-il doucement, puis-je vous parler? » Bien sûr. Interest. Il entra et s'assit lentement, les mains jointes. Je me souviens d'un détail que je n'ai pas mentionné dans mon témoignage. Au déjeuner, juste avant la découverte du corps, j'ai vu Gilles Arbuthnot ramasser quelque chose par terre, sous la table. Elle le regarda attentivement. Quel genre de chose? Je ne sais pas. Il était petit. Il l'a gardé dans sa main un instant, puis l'a glissé dans sa poche. Et je crois. Il hésita. Je crois que c'était un bouton. Les yeux de Miss Marple clignèrent. Un bouton, dit-elle doucement. C'est curieux. Oui, curieux, en effet. Car plus tard, quand je me suis penché sur le corps, il n'y avait plus aucune trace. Miss Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les ombres s'allongeaient maintenant, le village baignait dans le double du soir. Au loin, un chien aboya une fois, puis se tut. Elle se retourna, les yeux clairs et très calmes. « Merci, révérend, » dit-elle. « Cela m'a été très utile. » Car enfin, une forme se dessinait dans le brouillard. Elle n'était pas encore complète, mais elle était indéniablement humaine. Et il avait du sang sur les mains. Le lendemain, le jour se leva vif et doré, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée se mêlant au souffle du chèvrefeuille qui flottait dans le village. Tillingham, en apparence, avait retrouvé sa tranquillité de carte postale. Mais sous le rythme agréable des pâtisseries, du jardinage et des hochements de tête polis d'un bout à l'autre des ruelles, la tension s'accentuait d'heure en heure. La routine de Miss Marple ne changea pas. Elle cueillait une poignée d'herbe pour la fenêtre de sa cuisine, échangeait un bonjour matinal avec le vieux monsieur Luc du cottage d'en face et rentrait finir de repriser une chaussette. Pendant tout ce temps, ses pensées coulaient comme un ruisseau souterrain, silencieuse, constante et froidement analytique. Au milieu de la matinée, elle se rendit à la bibliothèque, apparemment pour rendre un volume de la saga Forsyth, mais plutôt pour observer les allées et venues. C'est là, près des rayons de non-fiction, qu'elle rencontra le major Palgrave, penché sur son journal et marmonnant pour lui-même. « Ils n'y arriveront jamais, croyez-moi, » dit-il à son passage. La police londonienne ne saurait distinguer son derrière d'une lettre de chantage. « Du chantage, major ?» dit Miss Marple, marquant une pause, légèrement intéressée. « C'est un pas intéressant. » Il grogna et désigna la chaise en face de lui. « Vous feriez mieux de vous asseoir, Miss Marple. » J'ai réfléchi. Miss Marple s'exécuta. Elle savait qu'il valait mieux ne pas interrompre le major Palgrave en pleine confession. Sous sa tendance à la fanfaronnade et à l'exagération se cachait parfois quelque chose d'utile. « Je ne dis pas que j'appréciais cet homme, » commença le major en tapotant le journal plié. « Arbuthnot, je veux dire. Un type rusé, trop prompt à raconter des histoires. Mais on en voit assez dans l'armée, et on apprend à lire dans les yeux d'un homme. Le sien avait l'éclat de quelqu'un qui gardait des secrets, autres les secrets des gens. » Miss Marple hocha faiblement la tête. « Vous le soupçonniez de... quoi, exactement? » « Des lettres, dit le major sans détour. Le genre traditionnel.
Je l'ai entendu en parler une fois à cette idiote de Miss Ledbetter. Je croyais que je n'écoutais pas, mais j'ai l'ouïe fine quand ça me chante. Il a dit quelque chose comme « avoir un atout ». J'ai cru que c'était des ragots, sur le moment. Mais je suppose qu'il voulait dire quelque chose de plus littéral. Lettre. Document final. Un télégramme à un notaire. Les pièces du puzzle s'alignaient. Et qui, Major, demanda délicatement Miss Marple, aurait pu avoir quelque chose qui valait la peine d'être caché dans une lettre. Le Major lui lança un regard appuyé. Ma chère dame, c'est Angleterre. Nous le faisons tous. Elle le laissa à son journal et parcourut les ruelles tranquilles de Tillingham. Il était presque midi lorsqu'elle arriva à Denay Cottage, les anciennes écuries où Gilles Arbuthnot avait élu domicile. La police avait libéré la propriété le matin même, et la propriétaire, Madame Gedge, s'affairait dans le jardin, un sécateur à la main, le visage ridé. « Oh, Miss Marple, dit-elle aussitôt, c'est tellement désordre. Ce n'est pas l'état des lieux, je le garde impeccable, mais l'affaire dans son ensemble. La mort, ici, mon cousin de Cheltenham n'arrête pas d'en parler. » Miss Marple sympathisa, comme elle seule pouvait le faire, et dirigea doucement la conversation. « Je suppose que la police a confisqué tous les papiers de M. Arbuthnot. » Madame Gedge renifla. « Ils ont emporté 2 caisses hier. Mais je suppose qu'ils ont raté des choses. C'était un secret, homme. Ils ferment toujours les tiroirs à clé. Il ne m'a jamais donné de double. » Miss Marple inclina la tête vers la maison. Serait-il très déplacé de demander à voir son bureau? Je pourrais me rappeler si quelque chose semblait déplacé. Madame Gedge hésita, puis, comme beaucoup avant elle, céda à la gentillesse posée de Miss Marple. Enfin, juste un instant, je suppose. Mais attention à la moquette. Elle n'a été nettoyée que le mois dernier. Le bureau était étroit, bordé d'étagères en noyer et dominé par un bureau à l'aspect poli et inutilisé, comme un objet acheté pour la forme. Un sous-main trônait au centre. Pas de stylo, pas de papier. Mais un léger son au coin du bureau suggérait un objet récemment retiré, peut-être un vase ou un lourd verre. Miss Marple examina le bureau en silence, puis reporta son attention sur les étagères. Des livres, pour la plupart non lus, alignés avec des dos impeccables, récits de voyage, mémoires militaires et volumes d'histoire du monde. Mais sur l'étagère inférieure, caché derrière un épais atlas rouge, se trouvait autre chose, une enveloppe grise, plate, adressée à la main. Elle le sortit doucement et examina l'écriture. Eugenia Levering. Confidential. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle le remit à sa place, tapota la main de Madame Gedge et prit congé en la remerciant. Certaines vérités, elle les avait apprises depuis longtemps, n'attendaient qu'une confirmation, et des mains compétentes pour les transmettre. Cet après-midi-là, elle rendit une visite discrète à Miss Levering. Eugenia paraissait plus âgée qu'au déjeuner. Les lignes saillantes de ses pommettes semblaient plus basses, et le feu qui animait autrefois ses beaux traits s'était éteint. Elle invita Miss Marple à entrer sans un mot. « Je t'ai apporté quelque chose » dit doucement Miss Marple en posant un petit paquet sur la table à thé. Eugenia le fixa. « Qu'est-ce que c'est ?»« Fermeture » dit Miss Marple. « Si vous décidez de l'ouvrir. » Les mains d'Eugenia tremblaient légèrement lorsqu'elle dénoua la ficelle. L'enveloppe apparut. Elle regarda l'écriture et laissa échapper un rire sec et amer. « Je croyais avoir brûlé toutes les lettres, » murmura-t-elle. « Mais bien sûr, il en a gardé une. » Un dernier geste. Miss Marple ne demanda pas ce que contenait la lettre. Elle resta assise en silence, les mains jointes. « J'ai été idiote, » dit Eugenia. « Il y a 10 ans, à Paris. J'ai été négligente. J'ai écrit des choses que je n'aurais pas dû. Je pensais que c'était fini. Mais Gilles l'a découvert. Il a dit que ça ne sortirait jamais à moins que j'accepte de le soutenir. Ambitions. Il voulait de l'argent. Des présentations. Un statut social. Il était en utilisant moi. Quelqu'un d'autre le savait? Demanda Miss Marple. Eugenia secoua la tête. Seulement Nora. Elle a entendu un. Et disputait. Je suppose qu'elle a tout compris. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Nora Winchcombe. Votre compagne. Elle est loyale, dit Eugenia fermement. Elle ne dirait jamais un mot. Miss Marple hocha la tête. Espérons-le. Plus tard dans la soirée, tandis que le crépuscule caressait Tillingham de ses doigts frais, Miss Marple était assise seule près de sa fenêtre. Sa tasse de thé était froide, intacte. Son tricot était inutilisé.
Elle réfléchissait non pas en lignes et en motifs, mais en nœuds. Et un nœud en particulier refusait de se défaire. Nora Winchcombe, la jeune fille timide qui avait découvert le corps. Trop timide? Trop commode? On avait envoyé chercher le domestique, avait-elle dit. Mais pourquoi n'était-il pas revenu de lui-même? Pourquoi avait-elle emprunté le sentier des rosiers, le plus long chemin à parcourir? Miss Marple se leva brusquement et se dirigea vers son bureau. Elle en sortit un morceau de papier plié, la liste des invités du déjeuner que Lady Hardcastle lui avait si gracieusement fournie. 21 âmes. Elle les parcourut à nouveau. Quelque chose clochait. Pas dans les noms, mais dans les chiffres. 22 invités. 4 employés. Gilles Arbuthnot en avait 27. Nora en avait 28. Mais Léonard, le garçon de service, ne fut plus jamais revu ce jour-là. Miss Marple ferma les yeux. Elle avait supposé que le garçon avait simplement disparu dans le chaos. Mais et si ce n'était pas le cas? Et s'il avait été témoin de quelque chose, ou de quelqu'un qui rendait le silence nécessaire? Et s'il avait disparu? Mauvaise façon autour du jardin. Et n'est jamais revenu? La réponse n'était pas dans les roses. Elle était dans l'absence. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. C'était le sergent Welch. Il avait l'air harcelé. « Désolé de vous déranger, mademoiselle Marple, dit-il. Il y a eu du nouveau. Le garçon, Léonard Crowthorne, a disparu. Son vélo a été retrouvé dans le ruisseau près de Hilbury Woods. » Les yeux de Miss Marple étaient très immobiles. « Alors je pense, dit-elle doucement, que tu ferais mieux de jeter un autre coup d'œil sous les roses. » Les rosiers commençaient à faner. La chaleur de juin persistait, et même les robustes fleurs de Madame Plantier sous la célèbre tonnelle de Lady Hardcastle semblaient lasses. Mais ce n'était pas le soleil qui causait le véritable malaise dans le parc du manoir ce matin-là. C'était la présence du gendarme Featherstone qui se déplaçait avec prudence le long du jardin, et le silence des villageois rassemblés qui avaient pressenti, sans qu'on leur en ait parlé, qu'on avait découvert quelque chose de grave. Le sergent Welch était arrivé directement du cottage de Miss Marple, sans s'embarrasser d'explications élaborées. Elle lui avait seulement donné 3 phrases, à voix basse, mais pleines de cette logique qu'il avait appris à respecter, même s'il ne la comprenait pas parfaitement. Il se tenait maintenant, le visage sombre, au bord de la tonnelle de rosiers, attendant. Miss Marple arriva quelques minutes plus tard, marchant lentement, un chapeau neuf soigneusement épinglé dans ses cheveux blancs, les mains jointes autour de sa canne. Lady Hardcastle était à proximité, pâle et agitée, et Olivia Brent se tenait à ses côtés, raide, observant 2 agents déplacer une section de treillis de rosiers grimpant avec une délicate précision. Dès que le cadre changea, le parfum changea. Sous la douceur des fleurs surgit quelque chose de plus vif, de plus terreux. Pas de décomposition, pas encore, mais une présence qui n'avait rien à faire. Là, dit Featherstone, juste derrière le banc ouest. Que Dieu nous vienne en aide. C'était le garçon. Léonard Crowthorne était allongé sur le côté, recroquevillé, toujours dans son tablier de jardinage, le bras replié sous lui comme s'il avait trébuché. Son visage était pâle, légèrement bleuté au niveau des lèvres. Il ne portait aucune trace de lutte, aucune marque sur sa peau. Seule une légère croûte rougeâtre, de la confiture, ou peut-être du sang, s'était formée sur son poignet. Une violette pressée reposait à quelques centimètres de ses doigts. Lady Hardcastle poussa un cri étranglé et se détourna. Olivia, silencieuse, fixa le corps un long moment avant de retourner lentement vers la maison. Le sergent Welch se tourna vers mademoiselle Marple. « Comment le saviez-vous »« Je ne le savais pas, dit-elle doucement. Je savais seulement qu'il n'avait pas été retrouvé. Pas correctement. Et il est rare que les gens disparaissent sans laisser de traces, même silencieuses. » Ils restèrent ensemble, sans rien dire de plus, tandis que Featherstone prenait une note et recouvrait doucement le garçon d'un drap de toile. « 2 morts, dit enfin Welch. On n'est pas équipé pour ça. Arbuthnot, maintenant le garçon. Et aucune idée du lien entre les deux. »« Oh, mais c'est vrai, répondit Miss Marple. Absolument. Il se retourna brusquement. Tu sais quoi? Je soupçonne quelque chose, dit-elle. Et je crois qu'il est temps de parler à Nora Winchcombe. En privé. Welch la regarda longuement, puis hocha la tête. Miss Marple se rendit peu après chez Eugéa Levering. Nora ouvrit elle-même la porte, pâle et renfermée. Miss Marple, dit-elle en clignant des yeux. Je ne m'attendais pas à. Je crois que oui, dit Miss Marple d'une voix douce mais ferme. Puis-je entrer? Nora hésita, puis s'écarta.
Le salon sentait légèrement l'eau de rose et le bois humide. Un plateau de thé avait été posé et oublié. Miss Marple s'assit prudemment, joignit les mains et attendit. « Tu sais que Léonard est mort ?» dit-elle doucement. Nora resta immobile. Ils ont tout prévenu mademoiselle Levering. Je l'ai entendu pleurer tout à l'heure. C'est terrible. C'est plus que terrible. C'est révélateur. Le regard de Miss Marple ne vacillait pas. Je crois que Léonard a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et quelqu'un a veillé à ce qu'il ne le dise pas. Nora s'affala sur une chaise en face de moi, le visage vacillant. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il y a eu 2 meurtres. L'un astucieux, l'autre désespéré. La mort de Gilles Arbuthnot était calculée. Celle de Léonard était une réaction. Et je crois que vous savez lequel est lequel. Nora secoua la tête. Non, je n'ai pas. Le ton de Miss Marple resta inchangé. Tu étais près de la tonnelle, Nora. Tu prétends chercher le garçon. Mais il n'y avait aucune raison de prendre ce chemin. Personne n'a vu Léonard après qu'il soit parti avec la glace. C'est ta voix que nous avons entendue quand tu as trouvé Arbuthnot. Et pourtant, je crois que tu savais déjà qu'il était là. Les yeux de Nora s'emplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Miss Marple se pencha en avant, la voix s'adoucissant. Tu n'es pas obligé de porter ça. Si tu as eu peur, si quelqu'un t'a menacé, il est encore temps de te racheter. Nora murmura, il a dit qu'il la ruinerait. Il a dit qu'il avait des lettres, des preuves de ce qu'Eugenia avait fait avant de venir à Tillingham. Il voulait qu'elle l'épouse. Elle ne voulait pas. Elle était terrifiée. Tu l'aimais? Dit doucement Miss Marple. Nora hocha la tête. Plus que tout. Elle est gentille. Elle m'a sauvé de cette horrible maison à Hastings. Je lui devais tout. Que s'est-il passé ce jour-là? J'ai suivi le garçon, dit-elle. Mais je ne suis pas allé bien loin. J'ai vu Gilles. Il attendait sous la tonnelle, faisant les 100 pas. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Puis Léonard est arrivé de l'autre côté, portant le plateau. Il a dû voir quelque chose. Peut-être que Gilles tenait quelque chose, peut-être une des lettres. Léonard s'est figé. Gilles s'est retourné et l'a vue. Et puis, elle couvrit son visage avec ses mains. Je crois qu'il a menacé Léonard. Il a peut-être dit qu'il l'accuserait de vol ou d'espionnage. Léonard s'est enfui. Je ne sais pas où. J'ai paniqué. Je suis allé prévenir Eugenia. Mais elle pleurait dans sa chambre. Je suis revenu, et Gilles était mort. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Alors vous ne l'avez pas tué. Nora secoua violemment la tête. Non, je le jure. Mais je n'ai pas dit à la police ce que Léonard a vu. J'avais peur qu'il pense. Qu'il pense que je savais. Que j'avais aidé. J'avais tellement peur. Miss Marple s'est rassite lentement. Quelqu'un a tué Gilles avant la disparition de Léonard. C'est clair. Et maintenant, Léonard est mort. Ça, Nora, on ne peut pas le laisser impuni. Je pense, murmura Nora, je pense qu'il savait qu'il avait fait. Alors il faut découvrir ce qu'il savait, dit doucement Miss Marple, avant que tout cela ne soit perdu. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle, l'esprit en feu. Le premier meurtre avait été propre. Le second, bâclé. Quelqu'un n'avait paniqué, avait agi avec imprudence. Non pas un criminel professionnel, mais un amateur désespéré. C'était là la clé. Elle a sorti son carnet et a passé en revue sa liste. Arbuthnot a fait chanter plusieurs villageois. Eugenia avait des lettres. Nora le savait. Le major Palgrave l'a entendu faire référence au « atout ». Télégramme adressé à un notaire. Document final aquis. On a vu Arbuthnot ramasser quelque chose, un bouton. Et puis, cela lui est venu à l'esprit, comme le clic d'une serrure qui tourne. Le bouton. Pas n'importe quel bouton. Le révérend Broom l'avait vu le soulever, puis le glisser. Mais que serait-il arrivé s'il ne l'avait pas glissé dans son poche? Et si c'était celui de quelqu'un d'autre poche? Et si ce bouton provenait d'un vêtement que Gilles avait reconnu, quelque chose lié à une rencontre passée? Et si la clé du meurtre n'était pas les lettres ou les menaces, mais la personne qui craignait d'être reconnue? Elle ouvrit son armoire et en sortit son panier à couture. À l'intérieur, elle conservait une collection de boutons. Des boutons d'uniforme, des boutons de domestique, des boutons militaires. Elle en sortit un simple bouton en laiton provenant d'un vieil uniforme de femme de ménage. Elle le regarda fixement, puis elle sourit, pas gentiment, decidement, parce que maintenant elle savait. Elle appellerait la police le matin. Et l'acte final, sentait-elle, était sur le point de commencer. Le lendemain matin,
Le temps était clair et net, le genre de matin où le village de Tillingham s'occupe habituellement de pots de confiture, de jardinières et des longues conversations du facteur. Mais ce matin-là, l'urgence flottait dans l'air. Elle agitait les rideaux, grinçait à travers les haies et portait les murmures plus vite que le central téléphonique du village. À 9h30, Miss Marple se tenait de nouveau sur le perron de Deney Cottage, non seule cette fois. Le sergent Welch se tenait à ses côtés, carnet à la main, même s'il avait compris que la véritable enquête ne serait pas consignée dans ces pages, mais se jouerait dans les silences que Miss Marple remarquait. Nora Winchcombe avait été envoyée faire une petite promenade sur la suggestion de Miss Marple, et Eugénia Levering, pâle mais sereine, avait consenti à les laisser entrer. À l'intérieur, le petit cottage était resté exactement tel qu'il était le jour où Gilles Arbuthnot avait été retrouvé mort, propre, rangé, stérile. Une vie de spectacle, pas de confort. Miss Marple se dirigea vers le bureau et caressa délicatement du doigt la reliure des livres. Cet homme, dit-elle doucement, gardait des souvenirs. Pas de lieu. De personne. Il mesurait le contrôle comme certains collectionnent les timbres. Welch s agita maladroitement. Tu es sûr qu'il n'a pas laissé de journal? Oh non, répondit Miss Marple. Un journal intime en dit trop sur l'écrivain. Gilles préférait les objets moins susceptibles d'être reflétés. Lettres, bibelots, photos, objets qui racontaient des histoires sur les autres. Mais une chose le trahissait. Ce bouton. Welch fronça les sourcils. Celui que le révérend Broom l'a vu ramasser. Juste comme ça. Le révérend Broom ne savait pas d'où ça venait, mais Gilles, oui. Il l'a reconnu. C'est pour ça qu'il l'a empoché. Et je crois que c'était le dernier moyen de pression qu'il ait jamais eu. Elle se dirigea vers le bureau et souleva le buvard. En dessous se trouvait une photographie. Une photographie que la police n'avait pas retirée, car elle était face cachée et non marquée, sans intérêt pour un œil non averti. Elle la retournait. On y voyait une femme, 10 ans plus jeune, debout, raide, près de la terrasse d'un hôtel. L'arrière-plan évoquait la Méditerranée. La femme portait un uniforme blanc à col montant et boutons en laiton. Son expression était indéchiffrable. Hi Eugénia Levering, dit Miss Marple. And I Nora Winchcombe. Regardez bien, sergent. Il prit la photo et l'examina. Yes, sarai. Miss Marple hocha la tête. Oui, c'est la gouvernante de Lady Hardcastle. Madame Vinton. Il y eut un silence. Elle travaillait à l'hôtel Grand Balfour à Marseille il y a 12 ans. Connue alors sous le nom d'Elsie Dean, elle a été licenciée discrètement après un vol mineur impliquant l'épouse d'un diplomate français. Gilles Arbuthnot était consulaire à Marseille à la même époque. Welch laissa échapper un soupir. Tu crois qu'il l'a reconnue? Je crois qu'il se souvient elle. Peut-être même qu'ils s'étaient croisés récemment, et elle pensait que non. Mais quand il avait retrouvé ce bouton, un bouton d'uniforme en laiton, ni militaire, ni d'homme, il s'en était souvenu. Il s'en souvenait toujours quand c'était utile. Le sergent Welch était la photo. Vous dites qu'elle l'a tué? La voix de Miss Marple était très douce. Je crois qu'il l'a confrontée. Il l'a menacée de démasquer. Elle avait reconstruit sa vie, discrètement, tranquillement. Une position respectable. La proximité de Lady Hardcastle lui assurait une certaine sécurité. Il a proposé de tout gâcher en échange de, qui sait quoi, de l'argent, un accès, de la loyauté, mais elle a paniqué. Ou peut-être l'avait-elle planifié. Quoi qu'il en soit, elle l'a attiré sous la tonnelle pendant le déjeuner, peut-être sous prétexte de lui livrer quelque chose qu'il désirait. Peut-être attendait-il une récompense ou un rendez-vous galant. Au lieu de ça, une poussée, murmura Welch. Une poussée. Sur le banc de pierre, dit Miss Marple. Rapidement. Brutalement. Il s'est cogné la tête et est mort. Et le plus curieux, c'est que personne ne l'a entendu. Pourquoi? Parce que le déjeuner était plein de rire. La glace venait d'arriver. Le timing était impeccable. Mais Léonard, demanda Welch. Pourquoi tuer ce garçon? Les yeux de Miss Marple s'assombrirent légèrement. Léonard l'a vu, ou les a entendus. Il a compris que quelque chose n'allait pas. Il a peut-être même perçu sa détresse. Il a essayé de revenir parler à quelqu'un, peut-être même à moi. Mais elle l'a surpris la première. Peut-être est-il repassé par la tonnelle. Elle venait de cacher le corps. Il en a trop vu. Et elle l'a étouffé? C'est possible, dit Miss Marple. Ou peut-être l'a-t-elle attiré avec une demande innocente, va chercher quelque chose dans la remise à outils, ce genre de choses.
Il y a des moyens de faire passer une mort pour accidentelle. Mais son corps, sergent, était caché et un serviteur n'enterrait pas un mort. Tueur serait. Welch hocha lentement la tête. Alors, Madame Vinton. Elle n'est plus au manoir, dit Miss Marple. Elle est partie ce matin. Elle a fait ses bagages à la va-vite. Une valise a disparu du hall. Elle a laissé un mot à Lady Hardcastle disant qu'elle devait s'occuper d'un cousin malade à Bristol. Welch jura dans sa barbe. Tu crois qu'elle s'enfuit? Je crois qu'elle a déjà fait, répondit Miss Marple. Mais pas loin. En effet, ils la trouvèrent en fin d'après-midi, assise, bizarrement, sur le quai de la gare de Little Marlow, attendant le train de 16h15 pour Exeter. Elle ne courut pas à leur approche. Elle leva les yeux vers le sergent Welch et mademoiselle Marple, légèrement surprise de les voir là. Je me demandais combien de temps cela prendrait, dit-elle, les mains jointes sur ses genoux. Miss Marple était assise à côté d'elle sur le banc. Tu aurais pu laisser le passer derrière toi, dit-elle doucement. Le visage de Madame Vinton se crispa. J'ai essayé. Il n'a pas essayé. Est-ce qu'il t'a fait chanter? La femme eut un rire amer. Il n'en a pas eu l'occasion. Pas pleinement. Mais il aurait. Je l'ai vu dans ses yeux. Cette lueur. Comme si j'étais une pièce dans sa poche. Un objet qu'il pouvait dépenser. Aviez-vous l'intention de le tuer? Madame Vinton tourna la tête et regarda les rails. Je ne voulais pas. Je voulais juste l'effrayer. Juste une poussée, pour le faire tomber. Puis il a heurté le bord du banc. C'était fini en quelques secondes. Et Léonard? Sa bouche tremblait. Je ne savais pas qu'il avait vu. Pas au début. Mais plus tard, j'ai vu son visage. Il était regardé moi. Il me suivait des yeux. Je pensais qu'il parlerait. Je n'ai pas pu. Oh, mon Dieu. Sa voix s'est brisée. Miss Marple posa une main gantée sur la sienne. 2 vies perdues. Mais aucun réconfort. Le train grondait faiblement au loin. Le sergent Welch s'éclaircit la gorge. Venez avec moi, Madame Vinton. S'il vous plaît. Elle hocha la tête et se leva, redressant sa jupe avec quelque chose qui ressemblait à de la dignité. Tandis qu'il l'emmenait, Miss Marple resta assise un moment sur le banc. Elle regardait le train arriver. Elle regardait les roses éclore et se faner dans son esprit. Ce soir-là, la nouvelle se répandit lentement dans le village. Au dîner, les ragots se transformaient en soupe dans tous les foyers. Au coucher du soleil, c'était déjà une légende. Dans son cottage, Miss Marple plia son châle et éteignit la lampe. Le silence revint à Tillingham, non plus le silence tendu et attendrissant qu'il avait hanté depuis la mort de Gilles Arbuthnot, mais un silence plus doux, usé, un calme fait de savoir. Et dans ce silence, elle resta assise un moment de plus, ne pensant pas au meurtre ou au motif, mais aux roses. Belle, délicate et cachant toujours des épines. Bien que les formalités d'arrestation et de recueil des dépositions incombent désormais au sergent Welch et à son équipe, les répercussions de ce qui s'était passé continuaient de secouer les eaux calmes de Tillingham. Ce n'était pas tous les étés qu'un valet de pied disparaissait, qu'un homme était retrouvé mort sous une tonnelle de rosiers et qu'une femme de ménage de confiance était escortée hors de la gare menottée. En fait, il n'y avait jamais eu un tel été. Le village, toujours prompt à reprendre ses habitudes, avançait désormais avec plus de prudence. Les conversations se calmaient à l'approche des pas, les regards s'intensifiaient, et les voisins commençaient à soupeser leurs vieilles amitiés face à de nouveaux soupçons. Chez le primeur, on continuait d'acheter de la confiture, mais avec 1 ou 2 remarques sur « comme on connaît peu les gens ». Au presbytère, les prières étaient dites avec une subtile emphase. Et au manoir, la tonnelle de rosiers était dépouillée de ses premières fleurs, taillée par nécessité autant que par deuil. Miss Marple, quant à elle, demeurait ce qu'elle avait toujours été, une figure incontournable du village. Elle n'avait nul besoin de faire connaître ce qu'elle savait, ni de justifier comment elle l'avait acquis. Les gens venaient à elle, attirés par l'instinct. Et dans les jours qui suivirent son arrestation, ils affluèrent en nombre constant, chacun cherchant du réconfort. ORT, des réponses, ou simplement l'assurance de sa présence. La première était Olivia Brent. Elle arriva tôt un matin, vêtue d'un manteau bleu pâle et le visage crispé. Miss Marple lui servit le thé dans le jardin, où les roses trémières poussaient sauvagement contre la clôture et où les abeilles s'activaient comme si les tragédies du village ne les inquiétaient pas. « J'y repense sans cesse, » dit Olivia d'une voix douce, « encore et encore. Je repense à mes soupçons envers lui, à mon aversion pour lui, et à mon incapacité à imaginer.
Vous avez vu ce que beaucoup d'autres ont choisi d'ignorer, dit Miss Marple. Ce n'était pas de la bêtise, Miss Brent. C'était de l'instinct. Olivia leva les yeux, son regard soudain féroce. Mais ça n'avait pas d'importance, n'est-ce pas? Je ne l'aimais pas, et il a quand même obtenu ce qu'il voulait. Il utilisait les gens. Il blessait, et finalement, ce n'est pas sa cruauté qui l'a détruit, mais la riposte d'une de ses victimes. Miss Marple remuait son thé en regardant les ondulations. Parfois, Mademoiselle Brent, la justice n'est pas rendue en robe ou avec des trompettes. Parfois, elle est rendue par des mains maladroites et effrayées. Et même si nous abhorrons ce que ces mains ont fait, nous comprenons pourquoi ils l'ont fait. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais ça rend ça humain. Olivia resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit, « Je crois que je vais quitter Tillingham. On m'a proposé un poste en Cornouailles. Loin du manoir, des ragots, de tout. » Miss Marple hocha la tête. Ce n'est pas un péché de tout recommencer. Elle serra la main d'Olivia avant de partir. Et tandis que la jeune femme descendait l'allée du jardin, la tête haute et le regard droit devant elle, Miss Marple laissa échapper un long et lent soupir. Ce soir-là, un deuxième visiteur est arrivé. C'était Constance Pickford, tenant une lettre dans une main et un bouquet de roses sauvages dans l'autre. « Il fallait que je dise quelque chose, » annonça-t-elle tandis que Miss Marple ouvrait la porte. Avant que tout ne sombre dans le silence. Miss Marple l'accueillit et elles s'installèrent dans le salon. Constance resta assise, le dos droit comme un piquet, les doigts agités. « J'ai reçu une lettre, dit-elle. Des Hillis. Elle est arrivée le matin même. Après, il est mort. » Vous croyez ça? Cachet de la poste 2 jours plus tôt. Juste un mot, bref, rien de trop direct. Mais il disait qu'il se souvenait de quelque chose d'amusant de notre séjour à Genève. Genève. Je n'ai pas parlé de ce voyage depuis des années. Aviez-vous peur? Demanda Miss Marple. Constance hésita. Non, pas peur. Gênée, peut-être. C'était une bêtise. Un dîner. Un murmure de scandale. Rien de grave, mais, entre de bonnes mains, de quoi faire sourciller. Elle prit une gorgée tremblante du thé que Miss Marple lui offrait. J'ai déchiré la lettre. Je me suis dit qu'il valait mieux ne pas la laisser traîner. Mais maintenant, je regrette de ne pas l'avoir gardée. Une preuve, vous savez, qu'il était on le fait. On nous aligne. Un par un. Miss Marple dit doucement. Parfois, la preuve réside dans le motif. On n'a pas besoin de voir chaque carreau individuellement pour comprendre la mosaïque. Constance partit juste au moment où les cloches de l'église sonnaient 7 heures, laissant ses roses sauvages sur le manteau de la cheminée. Miss Marple ne les déplaça pas. Plus tard dans la soirée, Miss Marple écrivit sa lettre habituelle à son neveu Raymond, à Londres. Elle y décrivait le jardin, l'humidité ambiante et le drame étrange de la disparition d'un jardinier et d'une dame de compagnie. Elle ne citait pas de nom. Elle ne mentionnait pas de crime. Mais elle a écrit ceci. Le plus étrange avec le mal, cher Raymond, c'est qu'il porte si souvent un tablier ou une bonne paire de chaussures. Il sourit, fait la révérence, prépare le thé. Mais au fond, il garde toujours en lui le souvenir de sa propre opportunité. Et quand quelqu'un comme Gilles Arbuthnot offre cette opportunité quand il prend aux autres et fait étalage de son savoir, eh bien, cela suscite plus que du ressentiment. Cela invite à la confrontation. Le dimanche, le vicaire prêcha sur la miséricorde, et plusieurs regards dans l'assemblée se tournèrent vers le banc vide où Madame Vinton s'était assise. D'autres se tournèrent vers la famille Crowthorne, désormais retirée du village et hébergée chez des cousins à Whitstable. Seule Mademoiselle Marple restait assise, parfaitement immobile, les mains jointes, les yeux fixés non pas sur la chair, mais sur le vitrail au-dessus. Elle avait toujours cru que la vérité et la bonté pouvaient cohabiter, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'elles étaient identiques. Après le service, Lady Hardcastle s'est approchée. « Tu sembles toujours être là où tu dois être, » dit-elle sèchement. « Merci, » répondit Miss Marple. « Je ne connaissais pas Elsie. Je lui faisais confiance. Elle faisait des crèmes anglaises exquises. Elle le fait probablement encore, » dit Miss Marple. « On peut être à la fois une bonne cuisinière et une femme désespérée. » Lady Hardcastle, elle observa. « Je me demandais si je devais renoncer au déjeuner aux roses. » « Au contraire, » dit Miss Marple. « Il ne faut pas. Les jardins repoussent. Et les rosiers, après tout, prospèrent mieux après une taille sévère. » Lady Hardcastle eut un rire surpris. « Vous avez vraiment un don pour les mots, Jane. J'ai simplement observé comment les gens grandissent, » répondit-elle.
et échoue à grandir. Le dernier visiteur arriva ce soir-là. C'était le révérend Broom. Il apportait un livre de poésie et un regard de profonde fatigue. « J'ai pensé que tu aimerais savoir, » dit-il, assis lourdement. J'ai parlé à Nora. Elle a accepté de témoigner. Elle est terrifiée, mais elle comprend maintenant le poids de la vérité. Je pense que cela pourrait la sauver. Elle n'a pas tué Gilles, dit Miss Marple, mais elle s'est laissée emporter par la réplique. C'est quelque chose que beaucoup ont fait, à des degrés divers. Le révérend hocha la tête. Et le garçon? L'expression de Miss Marple s'adoucit. On se souviendra de lui. Il y aura une plaque dans le jardin de l'église, je crois. Ils restèrent assis un moment sans parler. Le soleil disparaissait derrière les collines, projetant de longues ombres sur la pièce. Enfin, le révérend Broom se leva et posa le livre sur ses genoux. « Milton, dit-il, le paradis perdu. Pour ce qui a été perdu, et ce qui peut encore être retrouvé. » Après son départ, Miss Marple resta près de la fenêtre. Elle observa la breeze, agiter les roses. De nouveaux bourgeons avaient commencé à apparaître, des nœuds verts serrés prêts à fleurir. Et elle ne pensait ni au meurtre, ni au châtiment, ni même à la justice. Elle pensait au silence. Le silence sous la tonnelle de rose. Le silence qui suit un cri. Le silence qui précède la vérité. Et puis elle se leva, tira les rideaux et alluma une seule lampe. Dans le calme, la lumière suffisait. Les jours qui suivirent n'apportèrent aucune nouvelle violence à Tillingham, mais le village avait désormais un visage différent, plus calme, plus replié sur lui-même. Le choc n'avait pas vraiment fracturé le village. Les villageois faisaient toujours la queue chez le boucher et s'arrêtaient pour inspecter la rhubarbe dans le panier du marchand de légumes. Pourtant, leurs pas étaient plus lents, leur voix plus douce. Et il était clair qu'ils avaient commencé, chacun à leur manière, à réfléchir aux dangers subtils qui pouvaient s'installer sous les haies les plus soignées. Miss Marple ressentit le plus ce changement lorsqu'elle s'aventura au cœur du village. À la boulangerie, Madame Tilbury ne parlait plus aussi gaiement de mariage et de génoise, et la femme du pasteur avait pris l'habitude de se promener seule avec son chien en fin d'après-midi, sans s'arrêter pour bavarder. Même le major Palgrave, un homme généralement insensible à tout sauf à l'artillerie ennemie, adressait maintenant un signe de tête à Miss Marple avec une solennité inhabituelle. Ce n'était pas vraiment de la peur, ni du chagrin. C'était la prise de conscience que leur monde, malgré sa paix, n'était pas à l'abri des ténèbres. En vérité, Miss Marple l'avait toujours su. Elle n'avait jamais été surprise qu'un bel homme puisse utiliser son charme comme une arme, que des secrets puissent germer en silence, ou que la culpabilité puisse se cacher sous des uniformes amidonnés et des sourires forcés. Non, ce qui l'avait surprise, et la surprenait encore, c'était la fragilité de la conscience chez les gens bien. Avec quelle facilité un moment de panique, un acte mal avisé pour protéger un être cher pouvait faire basculer la situation. Elle pensait souvent maintenant à Nora Winchcombe. La jeune fille était restée sous la protection d'Eugenia Levering, qui s'était discrètement installée à Bath après la clôture de l'enquête policière. Grâce à l'aide du révérend Broom et à une lettre assez ferme de Lady Hardcastle au magistrat, Nora avait évité une inculpation officielle. Elle avait avoué avoir dissimulé la mort de Léonard, mais n'y avoir pas participé. Madame Vinton, dans sa déposition, avait admis avoir agi seule. Et la punition la plus véritable pour Nora n'était peut-être pas l'emprisonnement, mais la conscience qu'elle avait failli devenir ce qu'elle n'avait jamais souhaité. Miss Marple reçut une lettre d'elle un matin de début juillet. Elle était courte, écrite d'une écriture claire et assurée. « Chère Miss Marple, je ne peux pas vous remercier assez sincèrement. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai trouvé un logement dans le Hampshire, où je m'occupe d'une dame âgée qui élève des abeilles. Elle est gentille. Elle pose peu de questions. Je pense que c'est peut-être ce dont j'ai besoin. Je pense à Léonard tous les jours. Il fredonnait toujours un air en travaillant. Je l'entends parfois dans le jardin, même s'il n'y a personne. J'espère que ce n'est pas une bêtise. Sincerement, Nora vous. » Miss Marple l'a lu 2 fois avant de le ranger dans une petite boîte dans son tiroir, où elle gardait les lettres qui comptaient. Le même après-midi, les roses ont refleuri. Lady Hardcastle, toujours aussi rebelle dans son chagrin, avait ordonné au jardinier de défricher et de replanter la tonnelle. Les nouveaux rosiers n'étaient pas des rosiers Madame Plantier, mais une variété pourpre profond appelée Empereur du Maroc. Quelque chose d'audacieux, dit-elle, pour marquer l'occasion. Le blanc était trop indulgent. Miss Marple a été invitée,
à l'inauguration. Cette fois, le déjeuner fut discret. Pas de musiciens, pas de tables encombrées de babioles, pas de garçons de ménage courant avec de la glace. Juste quelques visages familiers, quelques tasses de thé et des plateaux à sandwich, et une chaise disposée sous la tonnelle pour Miss Marple. Elle a accepté avec grâce. « Savez-vous, » dit Lady Hardcastle en servant du thé, « j'ai presque pensé annuler la réunion de cette année. Mais Olivia m'a convaincu de ne pas le faire. Elle a toujours été une présence rassurante, » a déclaré Miss Marple. Elle est partie en Cornouailles. Un poste de gouvernante. La maison est bien trop calme sans elle. Lady Hardcastle marqua une pause. « Vous ai-je dit que j'avais reçu une lettre de Madame Vinton? »« Non, tu ne l'avais pas fait. » Lady Hardcastle haussa un sourcil. « Elle m'a écrit pour s'excuser. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu blesser Léonard. Que tout s'était passé si vite. Mais ce qui m'a frappé, ce ne sont pas les excuses, mais le fait qu'elle me demande pardon. Comme si cela pouvait tout arranger. Comme si cela pouvait arranger quoi que ce soit. » Miss Marple dit doucement. « Le pardon ne répare pas ce qui a été fait. Mais parfois, il permet à ceux qui restent de le porter plus facilement. » Lady Hardcastle resta silencieuse un instant. Puis elle soupira. « Vous savez toujours ce qu'il faut dire. Quelle fa cose abitude. » Plus tard dans la soirée, après le départ des invités, Miss Marple traversa à nouveau le village sous un ciel violet. Les rues étaient calmes et les derniers rayons de soleil se reflétaient sur les fenêtres du cottage. Un groupe d'enfants se poursuivait près du pré, leur rire étant le premier son véritablement insouciant qu'elle entendait depuis des semaines. Devant son portail, elle s'arrêta et regarda en direction du manoir. Les jeunes roses captaient les dernières lueurs de la lumière, sombres et riches comme le sang dans leur floraison. Il serait facile de prétendre, désormais, que rien ne s'était passé. Que Gilles Arbuthnot n'était jamais arrivé à Tillingham, n'avait jamais suscité de ressentiment caché, n'avait jamais dévoilé les histoires complexes que l'on préférait garder enfouies. Mais le village le savait. Il s'en souviendrait. Et elle aussi. À l'intérieur, elle alluma la lampe et s'installa de nouveau à son bureau. Elle sortit l'enveloppe à motif rose de sa boîte à lettres et rédigea une dernière lettre à sa nièce à Torquay. « Très chère ma belle, les roses fleurissent à nouveau. Une variété différente, plus sombre, plus spectaculaire. Plutôt adaptée à l'époque, je trouve. Nous avons connu quelques moments désagréables, comme c'est parfois le cas dans les villages lorsque de vieilles erreurs trouvent une nouvelle origine. Mais c'est désormais terminé. Pour l'essentiel, il y a des choses irréparables, mais il y a aussi des choses qui refleurissent avec le temps et le calme. Je ne prétends pas que cela ne nous a pas changé. Mais je pense que cela nous a changé comme les jardins sont transformés par les tempêtes. Quelques arbres ont disparu, mais le sol s'est enrichi. Et je dirais ceci, chère ma belle, il y a très peu de choses au monde qui ne puissent être comprises si l'on prête attention au silence. Surtout ceux qui se cachent sous les roses. Avec amour, tante Jane, elle scella la lettre et la posa sur la cheminée. L'horloge faisait doucement tic-tac. Et du jardin, par la fenêtre ouverte, venait le souffle le plus faible des roses, terreux, vif, vivant. Demain serait un autre jour. Et le village, meurtri mais debout, continuerait à vivre. À Tillingham, le matin arriva dans un silence profond, non pas dû à la peur ou au chagrin, mais à une paix tant attendue qui commençait à s'installer sur le village comme la rosée sur les haies. C'était un nouveau dimanche, et tandis que la cloche de l'église sonnait, les habitants sortirent de chez eux avec une dignité tranquille, certains par deux, d'autres seuls, tous subtilement transformés par les événements de l'été. Miss Marple, vêtue d'un doux lavande et coiffée de son chapeau le plus modeste, se dirigea vers Saint-Mildred par le chemin de gravier, saluant les passants. Elle avançait sans hâte, comme toujours, observant les signes de guérison. Un garçon courant après un cerceau dans le chemin, une fillette épinglant du linge, un vieil homme sifflant en balayant du pied. Il y avait quelque chose de délibéré dans ce retour à l'ordinaire, une sorte d'accord collectif selon lequel Tillingham ne serait pas défini par la tragédie. La vie devait s'ancrer, à nouveau dans le quotidien. Le service religieux était simple. Le révérend Brown, encore pâle après la tension des dernières semaines, prononça un sermon non pas de jugement, mais de miséricorde. Il parla avec douceur du prix du silence et du pouvoir de la vérité. Il parla de la conscience et de la façon dont elle pousse silencieusement dans l'obscurité, comme le lierre. Il n'y eut ni nom, ni regards indiscrets, et pourtant chacun entendit ce qu'il avait besoin d'entendre. Après le dernier hymne,
Les villageois sortirent au petit matin, au soleil. Debout en petits groupes, ils parlaient doucement, échangeaient des regards, hésitant presque à se séparer, comme si le poids partagé de ce qu'ils avaient vécu rendait la séparation trop soudaine. Miss Marple resta un moment assise sur le dernier banc. Elle leva les yeux vers le vitrail qui projetait des fils rouges et dorés sur le sol poli, et s'accorda un moment de réflexion. Ce n'était pas le crime le plus terrible qu'elle ait jamais vu, ni en violence, ni en ruse, mais il avait touché une corde sensible. Car Gilles Arbuthnot n'avait pas été monstrueux. Il avait été charmant. Il n'avait proféré aucune menace extérieure, ni fait aucune déclaration ouverte de menace. Mais sa manipulation avait profondément marqué la vie des gens, déformant affection, regret et loyauté jusqu'à les transformer en désespoir. Il n'avait tué ni avec une lame ni avec une balle, mais par la pression, une pression constante et exigeante, jusqu'à ce que quelqu'un craque. Et cela, Miss Marple le savait, était parfois la pire des méchancetés, car cela invitait d'autres à finir le travail. À l'extérieur, elle a été accueillie par le révérend Broom. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais aujourd'hui, » dit-il avec un sourire. « Je viens toujours, » répondit-elle. « C'est une habitude. Comme tricoter. Ou remarquer des choses. » Il hésita. « Je me demande si tu as remarqué à quel point tout est calme. » « Oui, c'est comme ça qu'on sait que la guérison a commencé. » Ils ont marché ensemble pendant quelques pas. « J'ai pensé à planter quelque chose en mémoire de Léonard, » dit-il. « Un arbre, près du mur du jardin. Ça me semble bien. »« Un arbre, c'est une bonne idée, » dit doucement Miss Marple. « Quelque chose qui prend racine, qui pousse lentement. Et au printemps, on se souviendra de lui quand il fleurira. » Ils se séparèrent à la grille. Elle se dirigea vers la place du village, s'arrêtant devant la tonnelle, reconstruite, son treillis plus solide, les nouveaux rosiers pourpres fleurissant en grappes serrées. Lady Hardcastle avait insisté pour qu'elle soit conservée. Elle y avait même installé un petit banc, pour la réflexion tranquille, comme elle le disait. Mais tout le monde en comprenait la véritable signification. Miss Marple resta assise un instant sur le banc. L'air sentait les roses et l'herbe fraîchement coupée. Un merle chantait quelque part au-dessus de nos têtes. Des pas se sont approchés sur le gravier. C'était Olivia Brent. Elle portait un manteau de voyage et tenait une petite valise. Ses yeux étaient clairs, sa bouche serrée. « Je pensais te dire au revoir, » dit-elle. « Le train arrive à midi. » Miss Marple sourit. « Vous faites ce qu'il faut. Non pas fuir, mais recommencer. C'est une distinction que davantage de gens devraient comprendre. » Olivia s'assit à côté d'elle. « Je voulais te dire, merci. Pas seulement pour ce que tu as découvert, mais pour la façon dont tu l'as fait. » Miss Marple pencha la tête. « Tu n'as pas crié. Tu n'as pas accusé. Tu as observé. Tu as attendu. Et tu as vu. Moi, as vu ce que j'ai ressenti, avant même que je le fasse. C'est rare. » Miss Marple tendit la main et toucha doucement celle d'Olivia. « Tu as l'esprit vif. Et fort. Fais preuve de tes deux talents. » Olivia hocha la tête. « J'en ai l'intention. » Elle se leva, lissa son manteau, et après un dernier regard vers la tonnelle, se retourna et s'éloigna. Miss Marple la regarda partir. Plus tard, de retour à son chalet, elle reprit sa journée habituelle. Elle écossa des pois. Elle remit un bouton à un cardigan. Elle arrosa les capucines de la jardinière. Et tandis que le soleil gravissait son arc de cercle, elle s'assit avec son tricot et une théière, tandis que le village bourdonnait doucement derrière sa porte. Elle laissa ses pensées dériver vers les indices qui lui avaient d'abord été murmurés, les silences qui avaient parlé plus fort que les voix. La boudinière manquant de Giles. La tache étrange sur son manteau. Le nombre d'invies. Et qui n'avait jamais vraiment été calculé. Le bouton dans la mémoire du révérend Broom. La voix tremblante de Nora. Le silence de Léonard. Ils avaient tous souligné une vérité que personne ne voulait voir. Mais la vérité, telle une racine sous les pavés, trouve toujours une fissure. Et quand cela se produit, tout doit changer. Au crépuscule, elle avait écrit ces dernières notes dans son petit journal bleu. Pas pour la postérité, ni même pour Raymond ou Mabel. Juste pour elle-même. On pense souvent que les crimes sont des actes passionnels. Or, ce sont souvent des actes calculés. Mais les conséquences sont rarement calculées. Le désespoir a une vision floue. Que ceux qui détiennent le pouvoir par de petites choses se souviennent. La gentillesse dure plus longtemps que l'influence. Elle a fermé le journal. La nuit tombait doucement sur Tillingham.
Les lampes brillaient aux fenêtres et l'odeur du dîner flottait dans la brise. Quelque part, un chien aboya et fut réduit au silence. Quelque part, quelqu'un se mit à rire et n'eut pas peur d'être entendu. Et dans un petit cottage de Church Lane, Jane Marple pliait son tricot, rangeait ses lunettes et tirait les rideaux sur un village restauré, non pas intact, mais racheté. Demain viendrait. Il y aurait des jardins à entretenir, et du thé à infuser, et toujours, silencieusement, prudemment, un monde à observer. C'est une semaine après le départ d'Olivia Brent que la dernière pièce s'est discrètement mise en place. Miss Marple était assise dans son salon, sirotant une tisane à la camomille et relisant une lettre de sa nièce Mabel, lorsqu'on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva le révérend Broom, chapeau à la main, l'air hésitant d'un homme qui avait une dernière question à poser, même s'il ne savait peut-être pas exactement laquelle. « Mademoiselle Marple, » dit-il en entrant à son invitation, « j'ai quelque chose en tête. Un détail en suspens. » « Ah, dit Miss Marple, ce sont les plus importants. » Il s'installa dans le fauteuil près de Latz. « Tu vois, j'ai réfléchi au bouton. Celui que Gilles Arbuthnot a récupéré. Oui, j'y reviens sans cesse. Pourquoi l'a-t-il ramassé? Tu as dit qu'il l'avait reconnu. Mais comment a-t-il su? Dont il y avait des dizaines de personnes au déjeuner, et le bouton, selon votre propre description, n'était pas unique. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « Tout à fait. Mais ce n'était pas le bouton lui-même qu'il reconnaissait. C'était l'absence de cela. » Le révérend Broom fronça les sourcils. « Je ne vous comprends pas. » Miss Marple se leva, alla à son buffet et en sortit un petit carnet. À l'intérieur se trouvait une liste de noms et de petites annotations. Elle le tourna vers une page qu'elle avait marquée d'une violette pressée. Au déjeuner, dit-elle, Madame Vinton portait son uniforme habituel de la marine. Colo, bouton en laiton. Plutôt élégant. Mais quand je l'ai vue plus tard dans l'après-midi, après le décès, elle avait changé. Broom cligna des yeux. Je n'avais pas remarqué. La plupart ne le faisaient pas, dit Miss Marple. C'est le but. Mais j'ai un faible pour les détails, vous savez. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle avait enfilé une robe en coton uni. Pour une servante au milieu d'une journée chargée, c'était très inhabituel. On change dehors d'un uniforme à la fin du service, pas pendant celui-ci, à moins d'avoir une raison. Le vicaire se pencha lentement. Vous pensez qu'elle a abîmé l'uniforme? Je crois qu'elle a perdu un bouton. Un bouton en laiton. Et quand elle a réalisé que Gilles l'avait ramassé, elle a paniqué. Il avait peut-être déjà soupçonné quelque chose sur son passé, il avait probablement reconnu son visage ou ses manières. Mais le bouton confirmait, et quand il le tenait dans sa main, comme s'il allait la confronter. Miss Marple croisa sans regard. Elle l'a tué. Rapidement. Desesperement. Et elle pensait que ce serait la fin. Mais Léonard a vu quelque chose, dit doucement Miss Marple. Que ce soit la confrontation ou simplement son changement de vêtements précipité, il en a vu assez. Et comme tant de garçons de son âge, il n'a rien dit, par loyauté ou par confusion. Mais il l'a observé. Et elle l'a vu. Broom se rassit lentement. C'est pour ça qu'elle a recommencé à agir. Elle pensait que le garçon parlerait. Miss Marple hocha la tête. Exactement. Elle n'était pas méchante, révérend. Mais elle était coincée. Des gens comme Gilles Arbuthnot créent ce genre de situation. Ils poussent les gens avec des secrets et des insinuations jusqu'à ce que quelque chose craque. Le vicaire resta silencieux un long moment. Finalement, il a dit, « Pensez-vous que le village se sentira à nouveau en sécurité un jour ?» Miss Marple lui adressa un petit sourire gentil. « La sécurité n'est jamais assurée, ma chère. Mais comprendre que c'est la meilleure sécurité. Et je pense qu'après cet été, Tillingham en sait beaucoup plus sur elle-même qu'auparavant. » Il hocha la tête, se leva et lui prit la main. « Tu as fait plus que résoudre un crime. Tu as restauré quelque chose. Je n'arrive pas à le nommer. »« Tu n'es pas obligé, dit-elle. » Restore Suffet. Après son départ, Miss Marple retourna à sa chaise, son thé refroidi, mais l'esprit tranquille. Les faits étaient clairs. Les motivations claires. L'enchaînement des événements logiques. Les émotions, complexes. Mais elle l'était toujours. Elle ouvrit son journal et écrivit une dernière ligne sous l'étui. Conclusion finale. La vérité fleurit lentement, mais lorsqu'elle fleurit, elle s'enracine profondément. Et cela, elle le savait, était la fin de l'histoire. Dehors, les roses ondulaient doucement dans la brise. Et tout était, pour l'instant, assez calme à Tillingham.